Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes dimanche 20 novembre 2022. Bienvenue dans cette session d'information. C'est parti depuis ce matin pour la semaine africaine de l'industrialisation que notre pays va abriter donc jusqu'à la semaine prochaine. C'est en effet à travers des activités connexes que cette semaine africaine de l'industrialisation a démarré, avec notamment la semaine dite des femmes transformatrices africaines qui a pour marraine l'épouse du chef de l'État, Mme Khadija Bazoum. Cette semaine des femmes africaines transformatrices a été lancée donc ce matin au palais du 29 juillet et elle vise donc comme objectif de se pencher sur les voies et moyens qui vont permettre de booster l'industrialisation du continent africain via les activités de transformation que mènent les femmes. Le résumé de cette cérémonie de lancement de la semaine des femmes transformatrices africaines avec nos reporters Sadou Domi et Adam Ousmane. L'industrie africaine au féminin se voit ainsi à l'honneur à travers ce rendez-vous de Niamey, un rendez-vous dont la présente cérémonie, émaillée par d'importantes allocutions, marque le début de la semaine dédiée à l'industrialisation du continent africain. Occasion pour la promotrice de l'événement de rappeler le thème choisi pour cette édition. Le thème que nous avons retenu, les femmes entrepreneurs transformatrices, est l'accélérateur du processus d'industrialisation de l'Afrique. Parce que pour nous, on ne peut pas parler d'industrialisation sans se souvenir qu'il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre. Ces femmes, elles ont démontré aujourd'hui leur preuve, particulièrement au Niger, et nous nous sommes rendus compte tout le long de ce processus que c'est sur l'étendue de l'Afrique. Et tout le long de cette semaine, nous allons passer au peigne fin les problèmes que nous vivons. Nous allons travailler avec les femmes qui ont fait le déplacement, créer des interactions avec nos entreprises d'ici, créer des interactions avec les équipementiers qui ont fait le choix de venir nous écouter et les financiers qui seront prêts de travailler dans le sens d'élaborer des vrais produits adaptés à la femme transformatrice. En présidant la cérémonie officielle d'ouverture de cette semaine, la ministre de l'Industrie a remercié les uns et les autres ayant permis la réussite de cet événement, tout en demandant davantage l'accompagnement des partenaires pour l'industrialisation de l'Afrique. Nous devons faire en sorte que nos produits, comme l'on dit les uns et les autres, que nos matières premières, nous puissions les développer, que nous puissions les mettre sur les marchés internationaux, que nous demandions à nos partenaires de venir implanter leur usine de fabrication de cacao. Nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons la matière première nécessaire, nous avons tout le reste. La technologie et les ressources financières, nous comptons bien sûr sur les partenaires pour nous les apporter. C'est vous dire que pour le Niger, l'industrialisation ne sera plus, il n'y aura plus un mot vain. Ça va vraiment être une réalité. Et dans le programme acte 3 du président de la République, il était dit que dans chaque région, nous allons installer une industrie. Et nous allons commencer dès 2023 avec la première industrie, la première zone industrielle au niveau de Niamey. La maquette est déjà au niveau de centre Gandhi, elle est déjà exposée au niveau du centre. Nous vous invitons donc à voir la maquette. La coupure du ruban, suivie d'une visite de stand des femmes transformatrices, marque ainsi le lancement officiel de cette semaine pour l'industrialisation de l'Afrique avec un focus sur les femmes. A noter que pour cette première édition, une soixantaine d'activités sont au programme de la semaine. Ce jour, 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. C'est une journée instituée en 1954 par les Nations Unies en souvenir à l'adoption justement par l'Assemblée générale de cette organisation, l'Organisation des Nations Unies, de la Déclaration des droits de l'enfant. Le thème de l'édition 2022 est l'inclusion pour chaque enfant. L'inclusion qui suppose donc la prise en compte et le respect des droits des enfants. Qu'en est-il du cas du Niger à la lumière notamment de l'activité de mendicité dans laquelle les enfants sont les plus nombreux? Éléments de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Visibles pour la plupart au niveau des feux optiques à Niamey, avec tous les dangers qu'ils encourent, ces êtres innocents et fragiles sont pour la plupart exploités par des adultes à travers la mendicité. Une situation que déplore l'ONG Jeunesse, Enfance et Migration.
situation épineuse et plutôt déplorable. Et nous, en tant qu'organisation, on estime que vraiment ça n'est pas du tout loyal du fait qu'on utilise ces enfants. Et c'est là qu'on promet leurs droits et devoirs en tant qu'enfants. Donc, il s'agirait du droit d'aller à l'école, le droit du bien-être, le droit de jouissance, le droit de se sentir dans une famille. Et en tant qu'organisation, nous sommes en train, nous, de mener des actions depuis lors contre ce type de traite. Au lieu de mettre fin à cette pratique néfaste au Niger, elle est même exportée dans plusieurs villes de la sous-région, ce qui du coup devient de la traite des personnes qui est pourtant réprimée par la loi. L'ordonnance sur la traite réserve une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans pour tout parent, tout prédicateur, tout tuteur qui met un enfant dans la mendicité pour vivre des revenus de sa mendicité. Maintenant, revenons sur le fait. Aujourd'hui, aucun enfant ne peut payer lui-même son transport pour aller jusqu'au Ghana. Donc, c'est plutôt un réseau de trafic d'êtres humains, des adultes qui facilitent le transport d'enfants mineurs pour aller les mettre versés dans les rues des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est de la traite des personnes. Et tant qu'on n'accepte pas de laisser de côté la gestion de la thématique en mendicité, on ne trouvera pas de solution. Or, en matière de traite d'enfants, la loi est claire. Que l'enfant soit consentant ou pas consentant, lorsque vous le mettez dans la rue pour mendier, c'est de l'exploitation économique, c'est de la traite. Toutes les personnes qui se sont rendues complices du transport et du placement des enfants doivent être poursuivies et jetés en prison. La violation des droits des enfants est un véritable entrave à leur développement. Alors, quel tort ont-ils commis pour mériter ce sort? Parlons toujours des enfants. Ils sont en effet en cette période de température très basse, très exposés. C'est la période de froid, vous le savez. Donc pour les protéger, les parents, notamment les mamans, se ruent vers le marché de la friperie pour leur trouver des couvertures chaudes. C'est le reportage du jour. Il est signé par Hamza Sakou. Sollicités surtout en cette période, les pulls ouverts permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises à l'image du marché Haboutayi où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier on est venu acheter ça ici, on a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Un autre reportage, il porte lui cette fois-ci sur la reddition des comptes ou la redevabilité. Quel rôle des médias dans cet exercice? C'est le reportage que nous propose Ismaël Moumouni. Mécanisme permettant de demander des comptes aux gouvernants sur leurs actions, leurs inactions et leurs décisions qui affectent les gouvernés. La redevabilité est un indice de bonne gouvernance. Véritable influenceur, les médias appelés quatrième pouvoir peuvent amener la personne au pouvoir à rendre compte à ses administrés, en rendant public leur manière de gestion. Les médias doivent d'abord chercher les bonnes pratiques, de mon point de vue, les bonnes pratiques en matière de gouvernance et en matière de redevabilité, et les vulgariser. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de pays dans lesquels les gouvernants, les collectivités ont fait beaucoup de choses en matière de redevabilité. Donc les médias ici au niveau du Niger, au niveau local, peuvent chercher ces bonnes pratiques-là et les vulgariser, les rendre vraiment à la connaissance du grand public. Ça va jouer un grand rôle. Ou bien dénoncer ce que les gens font de travers. Si les gens ne font pas quelque chose comme ils doivent le faire, donc les médias peuvent dénoncer, peuvent ressortir ces faiblesses-là. En ressortant ces faiblesses-là, vous allez voir le gouvernant ou les messieurs qui sont au pouvoir ou l'administration même, elle va arranger. Mettre au courant les citoyens de la gestion des autorités fait partie des responsabilités des médias.
Néanmoins, cela doit se faire dans le respect de l'éthique et la déontologie. L'opinion nationale doit comprendre comment fonctionne cette action gouvernementale. Quand je prends les ressources minières, là aussi, il faut informer l'opinion nationale. Par exemple, comment est-ce que les contrats sont effectués entre le Niger et certains pays qui viennent, en tout cas, qui sont dans la coopération dans les ressources minières. Il y a également le budget. Le budget, comment est-ce que se font les dépenses budgétaires de chaque année. Donc tout ceci nécessite une information. Mais comment est-ce qu'il faut donner cette information? Il faut d'abord vérifier l'information. La véracité de l'information est très importante. Il faut avoir une information crédible. Et à côté de l'information crédible, il faut le traitement de l'information. Et en faisant le traitement de l'information, il faut jouer sur l'éthique et la déontologie. Assurant un service public à travers des contenus à vocation éducative et informative, les médias jouent un rôle important dans la société. Voilà, c'est sur ce reportage sur le rôle des médias dans la redevabilité ou la reddition des comptes que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter cette édition. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Très bonne suite des programmes et bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.